Les podcasts de la 45e édition de Cinéma du Réel. Le débat ad hoc. La part du son, écouter, voir. Un débat modéré par Isabelle Ingold et Viviane Perelmutter. On était déjà bien réjouis avec Isabelle d'animer cette table ronde ad hoc autour du son, de parler de films d'autres cinéastes, d'avoir l'occasion de les rencontrer, mais votre présence assurément ajoute à la joie. Alors parler du son dans un festival de documentaires, le Cinéma du Réel, réservera bien des surprises. Le son documente le réel, et parfois d'une manière très singulière. Mais il faut parfois des détours, justement pour documenter. Et puis le son peut décoller le réel afin d'aiguiser, de renouveler l'approche de ce réel. Ça fait des décades qu'image et son vont ensemble, de telle sorte qu'on oublie leur nature foncièrement hétérogène. Et on l'oublie d'autant plus facilement que la plupart des films jouent sur le synchronisme. Et rien contre le synchronisme. D'ailleurs, dans la salle, il y a une cinéaste, Sophie Filière, qui fait des fictions et où le travail du son est remarquable et on adore ça. Mais le synchronisme tend à induire l'idée que la relation entre image et son est innée, qu'elle va de soi, qu'elle n'est pas sans accroc et qu'elle n'est pas sans questionnement. Elle peut tendre aussi à réserver au son une place congrue, où il se contente d'illustrer l'image et d'être redondant par rapport à elle. Alors que se passe-t-il dès lors qu'on accorde un autre rôle au son ? Quel rapport nouveau, étrange, troublant va-t-il nouer avec l'image et aussi avec les différents éléments qui le constituent, puisqu'une bande-son est une, mais elle est constituée d'éléments extrêmement hétéroclites. Une voix off éventuellement, les dialogues, les ambiances, les sons ponctuels, la musique. Que se passe-t-il ? L'œil est paresseux, l'oreille, au contraire, inventive, écrivait Bresson. Il ne voulait pas, par là, prôner une suprématie du son. Il voulait, je crois, dire sans doute déjà que le son met en mouvement les spectateurs et les spectatrices. Il éveille en nous des images, des souvenirs, des pensées. Et puis le son peut incarner ce qui n'est pas dans l'image, le hors-champ, mais même plus radicalement l'invisible. Il peut transformer une image, non seulement son rythme, le sentiment de sa durée, mais même sa tonalité et sa signification. Et enfin, il peut révéler une force dans l'image qui était curieusement cachée. Alors on va essayer de déployer, de déplier cette part, cet apport du son d'une manière la plus précise possible et aussi du point de vue de sa conception et de la fabrication. Quels gestes, quelles pratiques concrètes cela suppose ou induit, quels choix se produisent alors, quelles questions se soulèvent. Et pour ce faire, nous allons suivre la chronologie de la fabrication d'un film, depuis l'écriture jusqu'au mixage, en passant évidemment par le tournage et le montage. Donc pour préparer cette table ronde et choisir les cinéastes invités, on a travaillé au sein d'un groupe de travail qui était composé de Anne Faisandier, de Anne Morin et de Marie de Buchère. Et nous sommes ravis que dans ce choix, en fait, il va refléter des pratiques extrêmement différentes, des références extrêmement différentes, et aussi des générations de cinéastes très différentes. Donc on est ravis d'avoir avec nous François Prenant et son film L'Escale de Guinée, Marie Voignier et son film Tourisme international, et Roxane Gaucheran avec son film Pyrale. Donc on va commencer avec vous, François. Donc c'est un film qui a été tourné en pellicule en 87. Mais on va ici le projeter en DCP, donc on va commencer par un extrait du film, donc qui est l'extrait numéro F1. Nana m'a dit qu'il s'appelait Nana et que les enfants aimaient bien dire son nom.
Alors François, on a été vraiment toutes embarquées par votre film, par la singularité de ce film. C'est un bain de jouvence. Il faut voir le film entier. C'est un film passe-muraille. On passe les murs des pays, on passe les murs dans la tête. Elle va à l'encontre de tous les clichés. Elle nomme les émerveillements autant que les agacements, la lassitude. Elle dit un blanc, une blanche. Elle dit noir, elle dit nègre, elle dit. Il y a quelque chose aussi... Comment dire, que la singularité de ce film tient au paradoxe, notamment la voix. La voix, c'est un texte, on sent extrêmement écrit, la main calleuse du destin, quelle merveille, et à la fois, c'est incisé par un style oral. Il y a cette puissance littéraire, et en même temps, la manière de le dire, la vitesse, vient troubler, court-circuiter la puissance littéraire, la désamidonner en quelque sorte. Il y a aussi la manière de placer la voix, une voix de tête comme ça. Et au final, il y a un sentiment d'urgence, quelque chose d'avif, et en même temps, sa grande légèreté, je vous ai entendu sourire. Et évidemment, l'émerveillement qu'on a, le rapport entre le son et l'image, cette disjonction entre le son et l'image, y contribue et nous intéresse dans le cadre de cette table ronde. Et donc, pour commencer, pour une fois, par le commencement, François, comment naît cette disjonction, ce jeu entre image et son? Est-ce que tu l'as écrit d'abord? Quand est-ce que c'est venu? Je croyais qu'on parlait de l'écriture du film en premier. Oui, c'est ça. Est-ce que ça a été écrit? Comment tu as... Non, parce que je ne l'ai pas écrit du tout, ce film. Voilà. Mais c'est très bien. C'est dire que nous, on a mis des chapitrages, mais le cinéma, ce n'est pas des recettes. Et donc, vous allez voir, nos chapitrages sont complètement foireux et c'est très bien. J'ai pas du tout écrit le film. J'ai demandé une bourse aux affaires étrangères qui s'appelait Villa Médicis sur les murs. Donc j'ai écrit un texte pour avoir cette bourse. Je me suis pas beaucoup foulé, mais je l'ai eu. Bon. Et en principe, c'était pour écrire un scénario. C'était ça qu'ils voulaient les organisateurs de cette bourse. C'était écrire un scénario. Et donc j'ai eu cette bourse et je suis parti en Guinée avec de la pellicule, une caméra et c'est tout quoi. Enfin, et énormément et un vélo. J'avais un vélo et pas mal de bagages. Bon, il y avait beaucoup de pellicules, etc. Mais je suis revenu avec 120 kilos de bagages, donc c'est encore plus. Oui, mais François, je veux dire, donc est-ce que cette disjonction entre parler et voir, entre écouter et voir, était là, a été écrite dès le début? C'était un choix radical de ce cinéma? Non, je dis, j'ai rien écrit. Oui, mais donc, quelles étaient les contingences qui t'ont amené à ça? Parce que ce film est ton troisième film, très différent des autres. Et qu'est-ce qui, dans la configuration, changeait et amenait ça? En fait, j'ai pas pu tourner pendant plus de 2 mois parce que j'arrivais pas à obtenir d'autorisation de tournage. La Guinée, c'était un pays à peu près sans État, mais qui avait une bureaucratie extrêmement costaud et j'arrivais pas à obtenir une autorisation de tournage. Donc je me suis baladée beaucoup. J'ai un peu tenté d'écrire ce scénario, mais il n'avait pas beaucoup de rapport avec ce qu'a été le film ensuite. Et je me suis beaucoup baladée et j'ai énormément écrit pour moi et à mes amis qui étaient restés à Paris. J'écris beaucoup de courriers. Il y a une séquence là dans l'extrait qu'on vient de voir qui parle du courrier. Et où on voit que, c'est une fausse poste, c'était le studio d'un photographe. J'ai écrit, j'ai noirci des pages. Dans l'extrait d'ailleurs, on le voit aussi, ces pages noircies, c'est des cahiers que je noircissais en mettant des images. Je ramassais tout ce que je trouvais, je collais, j'écrivais autour de ce que j'avais collé. Mais petit à petit, donc au fur et à mesure que je connaissais de mieux en mieux la ville, je savais ce que j'allais filmer. Et petit à petit, avec ce que j'écrivais, je savais aussi ce qui m'attirait, ce qui me repoussait, ce que j'aimais, ce que je détestais dans la ville, dans ses habitants, dans la lumière, dans la chaleur, etc. Donc ça a dû commencer à se construire tout doucement dans mon dos. Le film
Mais ce jeu d'écart et d'écho entre image et son, est-ce que tu l'as conçu avant ou ça s'est produit? Non, ça, je ne l'ai pas conçu avant, mais j'ai jamais... Bon, les films précédents que j'avais faits, il y avait du son synchrone. Enfin, le premier, on n'entend pas le son parce que l'ingénieur du son, il ne l'a pas pris. Et donc, mais il y avait en principe du son synchrone qui racontait l'histoire. On ne comprend rien parce qu'on n'entend pas le son. Le second, c'était un film assez classique où il y a des dialogues, où il y a du son synchrone, etc. etc. Mais il y a déjà pas mal de montage son. Et donc... j'ai jamais aimé dans mes choix, dans mes goûts cinématographiques, j'ai toujours aimé, j'ai jamais aimé plutôt ni l'illustration, que ce soit l'image qui illustre un son ou que le son illustre une image, j'ai jamais aimé ça, ni le commentaire. J'aime pas les commentaires. Donc après, je pense que pour l'escale de Guinée, ces dichotomies, parce qu'il y en a plusieurs entre l'image et le son, sont venues toutes seules, sont venues de par mon goût et par leur évidence, que j'allais pas... et puis en plus, il y a une chose importante, c'est que j'ai tourné en muet, puisque je tournais en Super 8. C'était du Super 8 muet, donc... ça a évidemment déterminé énormément de choses, quoi. J'ai pas bien répondu. Si, il n'y a pas de bonne réponse. Et en plus, c'était la première fois, contrairement à tes autres films, tes films précédents, que tu tournais seule. Ah oui, j'étais seule, même radicalement seule. Très, très radicalement seule. C'est pour ça que j'ai beaucoup écrit. Et à mes copains et sur mes cahiers, parce que c'était une façon de faire la conversation et avec mes copains et avec moi-même. Même si j'avais des amis, j'avais 2 amis, celui qu'on voit là, qu'on a vu dans l'extrait, et un autre que j'ai rencontré peu après, qui étaient 2 amis, qui étaient des vrais amis avec qui je suis resté en contact aussi longtemps que je l'ai pu, parce que maintenant j'arrive plus à les trouver. Mais j'étais très très seule et donc effectivement quand on est seul, on parle tout seul. Mais quand on a préparé cette séance, tu nous avais dit que tu voulais être seule. Ah oui, je voulais être seule, je voulais partir seule. Je sortais d'un tournage avec Raymond Depardon. On n'avait été que 3 et on avait fait ce tournage à travers l'Afrique. On est 3 dans l'équipe. Et donc, après, j'ai fait le montage. J'étais pas seule au montage, j'avais un collègue. Et on travaillait à 2 parce que j'en avais un peu ma claque de ce film. Et donc j'ai voulu travailler avec quelqu'un parce que le tournage avait été très long, plus de 8 mois. Et je me suis dit, et c'est pour ça que j'avais demandé cette bourse, je me suis dit si on est capable à 3 et 2 Land Rover de faire un film en Super 16 à travers la moitié de l'Afrique, je dois bien être capable, à moi tout seul, de faire un film en Super 8 avec une caméra qui est grande comme ça et un appareil, un enregistreur séparé. Je dois bien être capable de faire ça aussi. La logistique étant différente, beaucoup plus légère, je dois bien être capable de faire ça. Donc c'est comme ça que je me suis embarqué dans cette histoire. Et que j'ai voulu y aller seule pour m'affronter, pour me battre. C'était une sacrée bataille d'ailleurs, par moments, pas tout le temps. Il y a des moments de délice et il y avait des moments de désespoir et d'acharnement et de coups que je donnais dans le vide. Ou contre moi, je tape pas les autres. Oui, c'est ça qui est étonnant et à la fois très senti, c'est que c'était pas quelque chose de réfléchi, cette disjonction entre le son et l'image. C'est ton choix d'être seul et un choix aussi esthétique et économique de filmer en Super 8 muet qui ont généré ce parti pris radical du film, cette texture particulière du film. Oui, enfin, c'est pas un choix économique seulement, le Super 8, parce que j'aimais beaucoup
la Kodachrome 40, sa matière, parce que elle a une matière, une densité de couleur qui aplatit l'image, on dirait de la peinture. Et en même temps, elle est charnelle, cette pellicule. Bon, elle a été supprimée en 2004. Et j'ai arrêté de faire du Super 8 en 2004. Parce que les autres pellicules, d'abord, c'était beaucoup plus cher. Et ensuite, elles étaient moins belles. Ça a été remplacé par une autre qui coûtait 3 fois plus cher et qui était moins belle. Donc j'ai arrêté de tourner en Super 8. Merci pour commencer. Hein. Et juste rajouter ceci qui nous a émerveillés, c'est que tu es toujours du côté de l'étrangeté du monde. C'est vraiment un bain de jouvence, ça lave les yeux et les oreilles. Tu maintiens toujours cette incongruité mystérieuse du monde, de soi dans le monde, des autres dans le monde. Moi, je me suis sentie très lavée et rajeunie. On peut peut-être maintenant... Je cherche justement l'adresse de la fontaine de Jouvence. Je ne trouve pas. De maintenant que je suis... Escale à Guinée, c'est là l'adresse. On va passer à Marie Voignet. On va lancer donc le premier extrait. Donc c'est l'extrait M1. Donc, Marie, ce qui nous a saisi dans votre film, c'est comment, en retranchant les dialogues du film, non pas en rendant muet le film, mais strictement le parler du film, vous insinuez un point de vue politique dans ce film et vous nous guidez, d'une certaine manière, vous guidez nos regards vers un certain nombre d'autres choses qui, en général, sont secondaires, qui sont les corps, les déplacements des corps, les postures. Et donc, il y a à la fois, on sent la contrainte très forte liée à ce type de régime, à ce type de travail que font les personnes que vous filmez, mais on sent aussi une grâce qui, malgré tout, perce. Mais ce qui nous a donc frappé, c'est que vous faites une sorte de défamiliarisation du regard et vous nous réapprenez à voir autrement, autre chose, qui peut-être serait passé inaperçu. Et puis finalement, vous avez réussi dans une visite guidée très verrouillée à passer outre, en fait, à nous montrer autre chose que ce spectacle qu'on vous invitait à voir et à filmer. Est-ce que ce geste radical porté par le son était déjà là d'emblée dès la conception de votre projet? Non, pas du tout. Ça s'est fait bien plus tard. Presque 1 an ou 1 an et demi après le tournage, en fait. C'était pas du tout le projet d'origine. Un petit peu comme François, j'ai demandé une bourse pour partir. Je m'intéressais à la Corée du Nord, enfin plutôt à son ouverture au tourisme. Et je voulais voir justement comment le pays se racontait et se montrait aux touristes occidentaux, puisque ce que je connaissais en tout cas de ce pays, c'était une forte réinvention de son histoire, ou en tout cas une présentation de son histoire sous une forme un petit peu mythifiée. Et donc je voulais voir s'il y avait en fait, la mise en scène, en fait, les questions de cinéma, comment elles se posaient dans la propagande grandeur nature à l'échelle 1 du pays. Donc c'était des intentions très, très floues, des hypothèses très... Enfin voilà, pas du tout encore formulées en termes de film. Et donc je suis partie moi aussi seule avec un appareil photo, puisqu'il n'y avait pas le droit d'emmener des caméras. Et donc pas de micro non plus, puisque j'y allais en touriste, il fallait surtout pas qu'on puisse penser que j'allais en faire quelque chose après d'un autre ordre de ces images. Et donc je suivis le groupe et filmé comme les autres, en fait, de cette perspective-là. Et donc la décision d'enlever les dialogues est venue bien plus tard. Alors moi, j'en parle pas en termes d'enlever les dialogues, en fait, j'en parle en termes de retourner le son. Puisque j'ai pas enlevé les dialogues à une bande son. Le son que j'ai récupéré de ce tournage, donc c'était le son interne de l'appareil photo.
Donc c'est avec ça au début que j'ai déroché et que je tournais en rond, puisque j'avais les mêmes images que tous les autres touristes. Et on trouve beaucoup sur YouTube de vidéos de touristes en Corée du Nord qui ont à peu près les mêmes images et puis qui mettent dessus un commentaire un petit peu sarcastique pour se moquer voilà, de ce pays. Et donc, ce n'était pas tellement l'approche que je voulais. Et voilà, donc, ce travail de son, c'est arrivé vraiment très, très tard. Ben, merci Marie. Et donc maintenant, vous allez faire connaissance avec Piral et Roxane Gaucheran. Et on regarde un extrait qui se situe plutôt au début du film, de telle manière qu'on va laisser tomber cette histoire de pitch qui est très désagréable pour tout le monde, et on va découvrir un peu du film. Ouais. Parce qu'une fois qu'il n'y aura plus de bruit au courant, il se restera d'autres arbres. Ouais, tu vois que c'est quelques sapins. Ouais. Ça a bien changé. Alors je pense que ça arrangera peut-être les paysans. Et la nature change bien. Est-ce que ça vient de le réchauffement ou pas? Je ne sais rien dans le cadre. Ça change. Donc Roxane, Piral est votre premier film, votre premier moyen-métrage. Vous faites par ailleurs des clips. Et je dois dire qu'au sein du groupe de travail, on a été happé par la beauté, la singularité, la subtilité de votre film. Et du point de vue du son qui y contribue, il y a plusieurs choses qui m'ont frappée. La première, c'est que les voix chez vous, les dialogues, sont à la fois très présents et en même temps jamais devant. Ils sont toujours enveloppés dans une géographie sonore, dans une ambiance, le vent, les insectes. Ils sont toujours situés. Et puis, il y a un son très physique, très organique. On va le voir davantage encore avec le deuxième extrait. Alors, pas seulement des papillons lorsqu'ils sont à l'image, mais même lorsqu'ils ne sont pas à l'image. Et tout chez vous est repensé, c'est-à-dire qu'à un moment, bien plus tard dans le film, la narratrice est dans une voiture, les Piral commencent vraiment à envahir, et il y a un son d'essuie-glace, qui est un son déjà toujours très lancinant, mais là, chez vous, il a un côté organique, très physique, c'est-à-dire qu'on sent le caoutchouc de l'essuie-glace, on sent la vitre, on sent les papillons qui se collent à la vitre. Et puis, le son a un rôle vraiment crucial, il contribue à relier les différents registres du film, c'est-à-dire la ligne de fiction, la dimension documentaire. La radio permet de relier les espaces, plus tard ce sera la télévision, les espaces et les différents personnages. Et puis, les sons, et particulièrement la musique, va permettre d'ajouter à ces deux registres un autre encore, une espèce de passerelle qui est du côté du fantastique. Alors, on voulait savoir comment ce rôle particulier du son comment il a surgi chez toi. Est-ce que ça a été écrit? Et tu en viens évidemment à parler de la genèse un peu de ce projet. Quelles références aussi t'ont nourri pour avoir ce rôle accordé au son? Oui. En fait, le projet est né de premiers repérages que j'avais fait avec Bilou Drico en 2017. Et à ce moment-là, on avait vraiment qu'un zoom et notre caméra. Donc en fait, il n'y avait pas la question du son synchrone qui se posait vraiment. Donc dès le début, dès les repérages où moi je montais quasiment tous les jours ce qu'on filmait la journée, il fallait d'office combler. Et en fait, ça a un peu forcé l'exercice de penser le son. Puis, par ailleurs, moi, c'est aussi quelque chose qui me touche beaucoup, qui me plaît. Et puis, il y avait ce désir de faire un documentaire fantastique. Donc, les références, ça appelle un travail sonore de créatures, de petits aliens un peu gluants qu'on voulait donner aux papillons, parce que c'est un peu aussi le sentiment quand ils sont tout autour, là. Et puis, le fantastique, c'est jouer avec le son, créer un hors-champ qui fait plus ou moins peur. Et donc, ça a invité vraiment à se questionner, en tout cas, et à vraiment pas juste faire quelque chose de synchrone, mais plutôt à faire exister ces petits monstres au son, principalement.
Et puis je dois dire que j'ai quand même, en repassant les documents avec vous, je me rends compte que pour un premier film, c'était vraiment très luxueux de travailler avec cette équipe-là qui a donné beaucoup de temps pour qu'on aille vraiment au bout des idées. Et je pense que pour un premier film, j'ai eu beaucoup de chance de bosser avec ces personnes, en tout cas là, et qui ont donné ce temps. Enfin, je crois que oui, on a vraiment eu du bon temps. Et donc, il y a eu vos repérages et les conditions de ces repérages qui ont fait qu'il y a eu d'emblée cette attention portée au son découplée de l'image, mais en relation avec elle. Et est-ce qu'il y avait d'autres éléments qui, à ce stade-là de conception, nourrissaient, par exemple, est-ce que la musique était déjà dans votre tête ou c'est venu bien après ? Oui. La musique, elle est venue assez tôt. En fait, je me rappelle d'avoir écouté un artiste qui s'appelle Masayoshi Fujita, qui fait de la musique avec des vibraphones principalement et des xylos aussi. Et en fait, ça sonnait vraiment comme directement, je me suis dit, ça va être ça la couleur du film. Et il y avait beaucoup de saturation aussi dans sa composition. Et en fait, quand j'enregistrais avec le zoom, les ailes de papillon étouffent le bruit autour parce que tous les autres insectes s'en vont et puis ça fait comme de la neige quand c'est enneigé et ça fait des petits battements, des petits cognements d'ailes et sinon c'est l'aile qui projette l'air sur le micro et donc ça fait saturer et ça c'est quelque chose qu'on a voulu garder aussi jusqu'à la fin pour caractériser le papillon. Et donc au départ votre film était plutôt du côté du documentaire, c'est venu un peu après la fiction ou d'emblée il y avait ce mélange, ce dialogue? Moi, j'avais dès le début envie de faire les deux. Donc, on a tourné des scènes ambiguës dès le début qui pouvaient, par exemple, la scène avec les deux filles qui regardent le téléphone, elle aurait pu rentrer dans un dispositif de documentaire classique ou dans un documentaire fiction. Et en fait, c'est un peu le processus de financement du film qui était incertain jusqu'à la fin. Enfin, on a demandé sur 3 étés, parce que les papillons volent en été, des bourses, et c'est qu'au dernier été qu'on l'a eu. Donc, on a vraiment pu épouser totalement la forme du docu-fiction grâce à ça, grâce au CNC. Et tout le reste, on l'a tourné un peu entre les deux, en ambiguïté, et puis on a récolté des témoignages. Je me rappelle que c'était le film Ce cher mois d'août de Miguel Gomes qui m'avait beaucoup donné confiance en ce dispositif, d'aller rencontrer les gens et de récupérer les histoires et les fictions sur place pour en faire une fiction après, en fait. Et dans cette attention au son, tu l'as évoqué, mais peut-être d'une manière plus explicite, il y avait d'emblée chez toi, mais d'emblée, cette attention à la géographie particulière de la Drôme. Oui. Je suis de là, entre la Drôme et l'Ardèche, et j'ai toujours voulu filmer cette région-là, qui est un peu charcutée par des autoroutes, des lignes TGV qui se transforment hyper vite, en fait. Le bassin autour de la région Rhône-Alpes, il y a aussi 2 centrales nucléaires assez flippantes qui sont là. Et du coup, j'ai toujours voulu un peu filmer cette espèce de sentiment d'inquiétude un peu face au paysage d'enfance qui disparaît. Et ça s'est hyper bien raconté avec le phénomène de la pyrale qui vraiment défigure totalement le paysage des montagnes qui sont composées de buis quasiment. Et donc c'était très impressionnant en termes de transformation de paysage aussi. Et la question était, oui, la géographie du paysage à raconter et à rendre un peu fantastique aussi, mais par plaisir aussi. Alors, Roxane a eu la générosité de nous donner la première note d'intention, le passage de cette note d'intention sur le son, ce qui est toujours intéressant. C'est-à-dire que c'est donc après avoir repéré et commencé à monter, elle écrit un dossier pour solliciter des sous de la SCAM, de Brouillon d'un rêve, et voici. Donc, tu veux lire ou je lis ? Ah non, merci. Bon. Alors, le rôle principal de son est de traduire l'oppression du papillon en extrapolant sa présence. Les claquements d'ailes et autres frottements seront accentués, parfois jusqu'à la saturation. Un travail de bruitage. Au passage, c'est très intéressant que dans 3 documentaires, c'est assez rare, le bruitage va jouer un rôle assez important. Un travail de bruitage permettra d'humaniser les pyrales dans la perception subjective de Lou, donc la narratrice. Les papillons communiquent avec elle, ronronnent sur ses mains, la caressent. Un minutieux travail de création sonore permettra de suggérer leur chant.
les insectes indigènes annoncent l'approche de la pyrale. Les attaques sont précédées par un traitement très épuré, proche du silence, comme si la campagne... Les podcasts de la 45e édition de Cinéma du réel. Le débat ad hoc. La part du son, écouter, voir. Un débat modéré par Isabelle Ingold et Viviane Perelmutter. On était déjà bien réjouis avec Isabelle d'animer cette table ronde d'ad hoc autour du son, de parler de films d'autres cinéastes, d'avoir l'occasion de les rencontrer, mais votre présence assurément ajoute à la joie. Alors parler du son dans un festival de documentaires, Cinéma du réel, réservera bien des surprises. Le son documente le réel, et parfois d'une manière très singulière. Mais il faut parfois des détours, justement pour documenter. Et puis le son peut décoller le réel afin d'aiguiser, de renouveler l'approche de ce réel. Ça fait des décades qu'image et son vont ensemble, de telle sorte qu'on oublie leur nature foncièrement hétérogène. Et on l'oublie d'autant plus facilement que la plupart des films jouent sur le synchronisme. Et rien contre le synchronisme. D'ailleurs, dans la salle, il y a une cinéaste, Sophie Filière, qui fait des fictions et où le travail du son est remarquable et on adore ça. Mais le synchronisme tend à induire l'idée que la relation entre image et son est innée, qu'elle va de soi, qu'elle n'est pas sans accroc et qu'elle n'est pas sans questionnement. Elle peut tendre aussi à réserver au son une place congrue, où il se contente d'illustrer l'image et d'être redondant par rapport à elle. Alors que se passe-t-il dès lors qu'on accorde un autre rôle au son ? Quel rapport nouveau, étrange, troublant va-t-il nouer avec l'image et aussi avec les différents éléments qui le constituent, puisqu'une bande-son est une, mais elle est constituée d'éléments extrêmement hétéroclites. Une voix off éventuellement, les dialogues, les ambiances, les sons ponctuels, la musique. Que se passe-t-il ? L'œil est paresseux, l'oreille, au contraire, inventive, écrivait Bresson. Il ne voulait pas, par là, prôner une suprématie du son. Il voulait, je crois, dire sans doute déjà que le son met en mouvement les spectateurs et les spectatrices. Il éveille en nous des images, des souvenirs, des pensées. Et puis le son peut incarner ce qui n'est pas dans l'image, le hors-champ, mais même plus radicalement l'invisible. Il peut transformer une image, non seulement son rythme, le sentiment de sa durée, mais même sa tonalité et sa signification. Et enfin, il peut révéler une force dans l'image qui était curieusement cachée. Alors on va essayer de déployer, de déplier cette part, cet apport du son d'une manière la plus précise possible, et aussi du point de vue de sa conception et de la fabrication. Quels gestes, quelles pratiques concrètes cela suppose ou induit, quels choix se produisent alors, quelles questions se soulèvent. Et pour ce faire, nous allons suivre la chronologie de la fabrication d'un film, depuis l'écriture jusqu'au mixage, en passant évidemment par le tournage et le montage. Donc pour préparer cette table ronde et choisir les cinéastes invités, on a travaillé au sein d'un groupe de travail qui était composé de Anne Faisandier, de Anne Morin et de Marie de Buchère. Et nous sommes ravis que dans ce choix, en fait, il va refléter des pratiques extrêmement différentes, des références extrêmement différentes et aussi des générations de cinéastes très différentes. Donc on est ravis d'avoir avec nous François Prenant et son film L'Escale de Guinée, Marie Voignier et son film Tourisme international, et Roxane Gaucheran avec son film Pyrale. Donc on va commencer avec vous, François. Donc c'est un film qui a été tourné en pellicule en 87.
Mais on va ici le projeter en DCP, donc on va commencer par un extrait du film, donc qui est l'extrait numéro F1. Nana m'a dit qu'il s'appelait Nana et que les enfants aimaient bien dire son nom. Alors François, on a été vraiment toutes embarquées par votre film, par la singularité de ce film. C'est un bain de jouvence. Il faut voir le film entier. C'est un film passe-muraille. On passe les murs des pays, on passe les murs dans la tête. Elle va à l'encontre de tous les clichés. Elle nomme les émerveillements autant que les agacements, la lassitude. Elle dit un blanc, une blanche. Elle dit noir, elle dit nègre, elle dit. Il y a quelque chose aussi... Comment dire, que la singularité de ce film tient au paradoxe, notamment la voix. La voix, c'est un texte, on sent extrêmement écrit, la main calleuse du destin, quelle merveille, et à la fois, c'est incisé par un style oral. Il y a cette puissance littéraire, et en même temps, la manière de le dire, la vitesse, vient troubler, court-circuiter la puissance littéraire, la désamidonner en quelque sorte. Il y a aussi la manière de placer la voix, une voix de tête comme ça. Et au final, il y a un sentiment d'urgence, quelque chose d'avif, et en même temps, sa grande légèreté, je vous ai entendu sourire. Et évidemment, l'émerveillement qu'on a, le rapport entre le son et l'image, cette disjonction entre le son et l'image, y contribue et nous intéresse dans le cadre de cette table ronde. Et donc, pour commencer, pour une fois, par le commencement, François, comment naît cette disjonction, ce jeu entre image et son? Est-ce que tu l'as écrit d'abord? Quand est-ce que c'est venu? Je croyais qu'on parlait de l'écriture du film en premier. Oui, c'est ça. Est-ce que ça a été écrit? Comment tu as... Non, parce que je ne l'ai pas écrit du tout, ce film. Voilà. Mais c'est très bien. C'est dire que nous, on a mis des chapitrages, mais le cinéma, ce n'est pas des recettes. Et donc, vous allez voir, nos chapitrages sont complètement foireux et c'est très bien. J'ai pas du tout écrit le film. J'ai demandé une bourse... aux affaires étrangères qui s'appelait Villa Médicis sur les murs. Donc j'ai écrit un texte pour avoir cette bourse. Je me suis pas beaucoup foulée, mais je l'ai eu. Bon. Et en principe, c'était pour écrire un scénario. C'était ça que voulaient les organisateurs de cette bourse. C'était écrire un scénario. Et donc j'ai eu cette bourse et je suis partie en Guinée avec de la pellicule, une caméra et c'est tout quoi, enfin, et énormément, et un vélo. J'avais un vélo et pas mal de bagages. Bon, il y avait beaucoup de pellicules, etc. Mais je suis revenue avec 120 kilos de bagages, donc c'est encore plus. Oui, mais François, je veux dire, donc est-ce que cette disjonction entre parler et voir, entre écouter et voir, était là, a été écrite dès le début? C'était un choix radical de ce cinéma? Non, je dis, j'ai rien écrit. Oui, mais donc, quelles étaient les contingences qui t'ont amené à ça? Parce que ce film est ton troisième film, très différent des autres. Et qu'est-ce qui, dans la configuration, changeait et amenait ça? En fait, j'ai pas pu tourner pendant plus de 2 mois parce que j'arrivais pas à obtenir d'autorisation de tournage. La Guinée, c'était un pays à peu près sans État, mais qui avait une bureaucratie extrêmement costaud et j'arrivais pas à obtenir une autorisation de tournage. Donc je me suis baladée beaucoup. J'ai un peu tenté d'écrire ce scénario, mais il n'avait pas beaucoup de rapport avec ce qu'a été le film ensuite. Et je me suis beaucoup baladée et j'ai énormément écrit pour moi et à mes amis qui étaient restés à Paris. J'écris beaucoup de courriers. Il y a une séquence là dans l'extrait qu'on vient de voir qui parle du courrier. Et où on voit que, c'est une fausse poste, c'était le studio d'un photographe. J'ai écrit, j'ai noirci des pages. Dans l'extrait d'ailleurs, on le voit aussi, ces pages noircies, c'est des cahiers que je noircissais en mettant des images. Je ramassais tout ce que je trouvais, je collais, j'écrivais autour de ce que j'avais collé. Mais
petit à petit, donc au fur et à mesure que je connaissais de mieux en mieux la ville, je savais ce que j'allais filmer. Et petit à petit, avec ce que j'écrivais, je savais aussi ce qui m'attirait, ce qui me repoussait, ce que j'aimais, ce que je détestais dans la ville, dans ses habitants, dans la lumière, dans la chaleur, etc. Donc ça a dû commencer à se construire tout doucement dans mon dos, le film. Mais ce jeu d'écart et d'écho entre image et son, est-ce que tu l'as conçu avant ou ça s'est produit? Non, je ne l'ai pas conçu avant, mais j'ai jamais... Bon, les films précédents que j'avais faits, il y avait du son synchrone. Enfin, le premier, on n'entend pas le son parce que l'ingénieur du son, il ne l'a pas pris. Et donc, mais il y avait en principe du son synchrone qui racontait l'histoire. On ne comprend rien parce qu'on n'entend pas le son. Le second, c'était un film assez classique où il y a des dialogues, où il y a du son synchrone, etc. etc. Mais il y a déjà pas mal de montage son. Et donc... j'ai jamais aimé dans mes choix, dans mes goûts cinématographiques, j'ai toujours aimé, j'ai jamais aimé plutôt ni l'illustration, que ce soit l'image qui illustre un son ou que le son illustre une image, j'ai jamais aimé ça, ni le commentaire. J'aime pas les commentaires. Donc après, je pense que pour l'Escale de Guinée, ces dichotomies, parce qu'il y en a plusieurs entre l'image et le son, sont venues toutes seules, sont venues de par mon goût et par leur évidence, que j'allais pas... Et puis en plus, il y a une chose importante, c'est que j'ai tourné en muet, puisque je tournais en Super 8. C'était du Super 8 muet, donc... ça a évidemment déterminé énormément de choses, quoi. J'ai pas bien répondu. Si, il n'y a pas de bonne réponse. Et en plus, c'était la première fois, contrairement à tes autres films, tes films précédents, que tu tournais seule. Ah ouais, j'étais seule, même radicalement seule. Très, très radicalement seule. C'est pour ça que j'ai beaucoup écrit. Et à mes copains et sur mes cahiers, parce que c'était une façon de faire la conversation et avec mes copains et avec moi-même. Même si j'avais des amis, j'avais 2 amis, celui qu'on voit là, qu'on a vu dans l'extrait, et un autre que j'ai rencontré peu après, qui étaient 2 amis, qui étaient des vrais amis avec qui je suis resté en contact aussi longtemps que je l'ai pu, parce que maintenant j'arrive plus à les trouver. Mais j'étais très très seule et donc effectivement quand on est seul, on parle tout seul. Mais quand on a préparé cette séance, tu nous avais dit que tu voulais être seule. Ah oui, je voulais être seule, je voulais partir seule. Je sortais d'un tournage avec Raymond Depardon. On n'avait été que 3 et on avait fait ce tournage à travers l'Afrique. On est 3 dans l'équipe. Et donc, après, j'ai fait le montage. J'étais pas seule au montage, j'avais un collègue. Et on travaillait à 2 parce que j'en avais un peu ma claque de ce film. Et donc j'ai voulu travailler avec quelqu'un parce que le tournage avait été très long, plus de 8 mois. Et je me suis dit, et c'est pour ça que j'avais demandé cette bourse, je me suis dit si on est capable à 3 et 2 Land Rover de faire un film en Super 16 à travers la moitié de l'Afrique, je dois bien être capable, à moi tout seul, de faire un film en Super 8 avec une caméra qui est grande comme ça et un appareil, un enregistreur séparé. Je dois bien être capable de faire ça aussi. La logistique étant différente, beaucoup plus légère, je dois bien être capable de faire ça. Donc c'est comme ça que je me suis embarqué dans cette histoire. Et que j'ai voulu y aller seule pour m'affronter, pour me battre. C'était une sacrée bataille d'ailleurs, par moments, pas tout le temps. Il y a des moments de délice et il y avait des moments de désespoir et d'acharnement et de coups que je donnais dans le vide ou contre moi. Je tape pas les autres.
Oui, c'est ça qui est étonnant et à la fois très senti, c'est que c'était pas quelque chose de réfléchi, cette disjonction entre le son et l'image. C'est ton choix d'être seul et un choix aussi esthétique et économique de filmer en Super 8 muet qui ont généré ce parti pris radical du film, cette texture particulière du film. Oui, enfin, c'est pas un choix économique seulement, le Super 8. Parce que j'aimais beaucoup la Kodachrome 40, sa matière, parce que elle a une matière, une densité de couleur qui aplatit l'image, on dirait de la peinture. Et en même temps, elle est charnelle, cette pellicule. Bon, elle a été supprimée en 2004. Et j'ai arrêté de faire du Super 8 en 2004. Parce que les autres pellicules, d'abord, c'était beaucoup plus cher. Et ensuite, elles étaient moins belles. Ça a été remplacé par une autre qui coûtait 3 fois plus cher et qui était moins belle. Donc j'ai arrêté de tourner en Super 8. Merci pour commencer. Hein. Et juste rajouter ceci qui nous a émerveillés, c'est que tu es toujours du côté de l'étrangeté du monde. C'est vraiment un bain de jouvence, ça lave les yeux et les oreilles. Tu maintiens toujours cette incongruité mystérieuse du monde, de soi dans le monde, des autres dans le monde. Moi, je me suis sentie très lavée et rajeunie. On peut peut-être maintenant... Je cherche justement l'adresse de la fontaine de Jouvence. Je ne trouve pas. De maintenant que je suis... Escale à Guinée, c'est là l'adresse. On va passer à Marie Voignet. On va lancer donc le premier extrait. Donc c'est l'extrait M1. Donc, Marie, ce qui nous a saisi dans votre film, c'est comment, en retranchant les dialogues du film, non pas en rendant muet le film, mais strictement le parler du film, vous insinuez un point de vue politique dans ce film et vous nous guidez, d'une certaine manière, vous guidez nos regards vers un certain nombre d'autres choses qui, en général, sont secondaires, qui sont les corps, les déplacements des corps, les postures. Et donc, il y a à la fois, on sent la contrainte très forte liée à ce type de régime, à ce type de travail que font les personnes que vous filmez, mais on sent aussi une grâce qui, malgré tout, perce. Mais ce qui nous a donc frappé, c'est que vous faites une sorte de défamiliarisation du regard et vous nous réapprenez à voir autrement, autre chose, qui peut-être serait passée inaperçue. Et puis finalement, vous avez réussi dans une visite guidée très verrouillée à passer outre, en fait, à nous montrer autre chose que ce spectacle qu'on vous invitait à voir et à filmer. Est-ce que ce geste radical porté par le son était déjà là d'emblée dès la conception de votre projet? Ben non, pas du tout. Ça s'est fait bien plus tard. Presque 1 an ou 1 an et demi après le tournage, en fait. C'était pas du tout le projet d'origine. Un petit peu comme François, j'ai demandé une bourse pour partir. Je m'intéressais à la Corée du Nord, enfin plutôt à son ouverture au tourisme. Et je voulais voir justement comment le pays se racontait et se montrait aux touristes occidentaux, puisque ce que je connaissais en tout cas de ce pays, c'était une forte réinvention de son histoire, ou en tout cas une présentation de son histoire sous une forme un petit peu mythifiée. Et donc je voulais voir s'il y avait en fait, la mise en scène, en fait, les questions de cinéma, comment elles se posaient dans la propagande grandeur nature à l'échelle 1 du pays. Donc c'était des intentions très, très floues, des hypothèses très... Enfin voilà, pas du tout encore formulées en termes de film. Et donc je suis partie moi aussi seule avec un appareil photo, puisqu'il n'y avait pas le droit d'emmener des caméras. Et donc pas de micro non plus, puisque bon, j'y allais en touriste, il fallait surtout pas qu'on puisse penser que j'allais en faire quelque chose après d'un autre ordre de ces images. Et donc je suivis le groupe et filmé comme les autres, en fait, de cette perspective-là.
Et donc la décision d'enlever les dialogues est venue bien plus tard. Alors moi, j'en parle pas en termes d'enlever les dialogues, en fait, j'en parle en termes de retourner le son. Puisque j'ai pas enlevé les dialogues à une bande son. Moi, le son que j'ai récupéré de ce tournage, donc c'était le son interne de l'appareil photo. Donc c'est avec ça au début que j'ai déroché et que je tournais en rond, puisque j'avais les mêmes images que tous les autres touristes. Et on trouve beaucoup sur YouTube de vidéos de touristes en Corée du Nord qui ont à peu près les mêmes images et puis qui mettent dessus un commentaire un petit peu sarcastique pour se moquer de ce pays. Et donc, c'était pas tellement l'approche que je voulais. Et voilà, donc, ce travail de son, c'est arrivé vraiment très, très tard. Ben, merci Marie. Et donc maintenant, vous allez faire connaissance avec Piral et Roxane Gaucheran, et on regarde un extrait qui se situe plutôt au début du film, de telle manière qu'on va laisser tomber cette histoire de pitch qui est très désagréable pour tout le monde, et on va découvrir un peu du film. Ouais. Parce qu'une fois qu'il n'y aura plus de bruit au courant, il se restera d'autres arbres. Ouais, mais tu vois que c'est quelques sapins. Ouais. Ça bien alors je pense que ça arrangera peut-être les paysans. La nature change bien. Est-ce que ça vient de le réchauffement ou pas? Je ne sais rien dans le Canada. Ça change. Donc Roxane, Piral est votre premier film, votre premier moyen-métrage. Vous faites par ailleurs des clips. Et je dois dire qu'au sein du groupe de travail, on a été happé par la beauté, la singularité, la subtilité de votre film. Et du point de vue du son qui y contribue, il y a plusieurs choses qui m'ont frappée. La première, c'est que les voix chez vous, et les dialogues, sont à la fois très présents et en même temps jamais devant. Ils sont toujours enveloppés dans une géographie sonore, dans une ambiance, le vent, les insectes. Ils sont toujours situés. Et puis, il y a un son très physique, très organique. On va le voir davantage encore avec le deuxième extrait. Alors, pas seulement des papillons lorsqu'ils sont à l'image, mais même lorsqu'ils ne sont pas à l'image. Et tout chez vous est repensé, c'est-à-dire qu'à un moment, bien plus tard dans le film, la narratrice est dans une voiture, les pyrales commencent vraiment à envahir, et il y a un son d'essuie-glace, qui est un son déjà toujours très lancinant, mais là, chez vous, il a un côté organique, très physique, c'est-à-dire qu'on sent le caoutchouc de l'essuie-glace, on sent la vitre, on sent les papillons qui se collent à la vitre. Et puis, le son a un rôle vraiment crucial, il contribue à relier les différents registres du film, c'est-à-dire la ligne de fiction, la dimension documentaire. La radio permet de relier les espaces, plus tard ce sera la télévision, les espaces et les différents personnages. Et puis, les sons, et particulièrement la musique, va permettre d'ajouter à ces deux registres un autre encore, une espèce de passerelle qui est du côté du fantastique. Alors, on voulait savoir comment ce rôle particulier du son comment il a surgi chez toi. Est-ce que ça a été écrit? Et tu en viens évidemment à parler de la genèse un peu de ce projet. Quelles références aussi t'ont nourri pour avoir ce rôle accordé au son? Oui. En fait, le projet est né de premiers repérages que j'avais fait avec Bilou Drico en 2017. Et à ce moment-là, on n'avait vraiment qu'un zoom et notre caméra. Donc en fait, il n'y avait pas la question du son synchrone qui se posait vraiment. Donc dès le début, dès les repérages où moi je montais quasiment tous les jours ce qu'on filmait la journée, il fallait d'office combler. Et en fait, ça a un peu forcé l'exercice de penser le son. Puis, par ailleurs, moi, c'est aussi quelque chose qui me touche beaucoup, qui me plaît. Et puis, il y avait ce désir de faire un documentaire fantastique. Donc, les références, ça appelle un travail sonore de créatures, de petites aliens un peu gluants qu'on voulait donner aux papillons, parce que c'est
un peu aussi le sentiment quand ils sont tout autour là. Et puis le fantastique, c'est jouer avec le son, créer un hors-champ qui fait plus ou moins peur, et donc ça a invité vraiment à se questionner en tout cas, et à vraiment pas juste faire quelque chose de synchrone, mais plutôt à faire exister ces petits monstres au son principalement. Et puis je dois dire que j'ai quand même, en repassant les documents avec vous, je me rends compte que pour un premier film, c'était vraiment très luxueux de travailler avec cette équipe-là qui a donné beaucoup de temps pour qu'on aille vraiment au bout des idées. Et je pense que pour un premier film, j'ai eu beaucoup de chance de bosser avec ces personnes, en tout cas là, et qui ont donné ce temps. Enfin, je crois que oui, on a vraiment eu du bon temps. Et donc, il y a eu vos repérages et les conditions de ces repérages qui ont fait qu'il y a eu d'emblée cette attention portée au son découplée de l'image, mais en relation avec elle. Et est-ce qu'il y avait d'autres éléments qui, à ce stade-là de conception, nourrissaient, par exemple, est-ce que la musique était déjà dans votre tête ou c'est venu bien après ? Oui. La musique, elle est venue assez tôt. En fait, je me rappelle d'avoir écouté un artiste qui s'appelle Masayoshi Fujita, qui fait de la musique avec des vibraphones principalement et des xylos aussi. Et en fait, ça sonnait vraiment comme directement, je me suis dit, ça va être ça la couleur du film. Et il y avait beaucoup de saturation aussi dans sa composition. Et en fait, quand j'enregistrais avec le zoom, les ailes de papillon étouffent le bruit autour parce que tous les autres insectes s'en vont, et puis ça fait comme de la neige quand c'est enneigé, et ça fait des petits battements, des petits cognements d'ailes, et sinon c'est l'aile qui projette l'air sur le micro, et donc ça fait saturer. Et ça, c'est quelque chose qu'on a voulu garder aussi jusqu'à la fin, quoi, pour caractériser le papillon. Et donc au départ, votre film était plutôt du côté du documentaire, c'est venu un peu après la fiction, ou d'emblée il y avait ce mélange, ce dialogue ? Moi, j'avais dès le début envie de faire les deux. Donc, on a tourné des scènes ambiguës dès le début qui pouvaient, par exemple, la scène avec les deux filles qui regardent le téléphone, elle aurait pu rentrer dans un dispositif de documentaire classique ou dans un documentaire fiction. Et en fait, c'est un peu le processus de financement du film qui était incertain jusqu'à la fin. Enfin, on a demandé sur 3 étés, parce que les papillons volent en été, des bourses, et c'est qu'au dernier été qu'on l'a eu. Donc, on a vraiment pu épouser totalement la forme du docu-fiction grâce à ça, grâce au CNC. Et tout le reste, on l'a tourné un peu entre les deux, en ambiguïté, et puis on a récolté des témoignages. Je me rappelle que c'était le film Ce cher mois d'août de Miguel Gomsch qui m'avait beaucoup donné confiance en ce dispositif, d'aller rencontrer les gens et de récupérer les histoires et les fictions sur place pour en faire une fiction après, en fait. Et dans cette attention au son, tu l'as évoqué, mais peut-être d'une manière plus explicite, il y avait d'emblée chez toi, cette attention à la géographie particulière de la Drôme. Oui. Je suis de là, quoi, entre la Drôme et l'Ardèche, et j'ai toujours voulu filmer cette région-là qui est un peu charcutée par des autoroutes, des lignes TGV, et qui se transforment hyper vite, en fait. Le bassin autour de la région Rhône-Alpes, il y a aussi 2 centrales nucléaires assez flippantes qui sont là. Et du coup, j'ai toujours voulu un peu filmer cette espèce de sentiment d'inquiétude un peu face au paysage d'enfance qui disparaît. Et ça s'est hyper bien raconté avec le phénomène de la pyrale qui vraiment défigure totalement le paysage des montagnes qui sont composées de buis quasiment. Et donc c'était très impressionnant en termes de transformation de paysage aussi. Et la question était, oui, la géographie du paysage à raconter et à rendre un peu fantastique aussi, mais par plaisir aussi. Alors, Roxane a eu la générosité de nous donner la première note d'intention, le passage de cette note d'intention sur le son, ce qui est toujours intéressant. C'est-à-dire que c'est donc après avoir repéré et commencé à monter, elle écrit un dossier pour solliciter des sous de la SCAM, de Brouillon d'un rêve, et voici. Donc, les podcasts de la 45e édition de Cinéma du Réel. Le débat. Les podcasts de la 45e édition de Cinéma du Réel. Le débat ad hoc. La part du son, écouter, voir. Un débat modéré par Isabelle Ingold et Viviane Perelmutter.
présence. On était déjà bien réjouis avec Isabelle d'animer cette table ronde d'Ad-hoc autour du son, de parler de films d'autres cinéastes, d'avoir l'occasion de les rencontrer, mais votre présence, assurément, ajoute à la joie. Alors, parler du son dans un festival de documentaires, le cinéma du réel, réservera bien des surprises. Le son documente le réel, et parfois d'une manière très singulière. Mais il faut parfois des détours, justement pour documenter. Et puis le son peut décoller le réel afin d'aiguiser, de renouveler l'approche de ce réel. Ça fait des décades qu'image et son vont ensemble, de telle sorte qu'on oublie leur nature foncièrement hétérogène. Et on l'oublie d'autant plus facilement que la plupart des films jouent sur le synchronisme. Et rien contre le synchronisme. D'ailleurs, dans la salle, il y a une cinéaste, Sophie Filière, qui fait des fictions et où le travail du son est remarquable et on adore ça. Mais le synchronisme tend à induire l'idée que la relation entre image et son est innée, qu'elle va de soi, qu'elle n'est pas sans accroc et qu'elle n'est pas sans questionnement. Elle peut tendre aussi à réserver au son une place congrue, où il se contente d'illustrer l'image et d'être redondant par rapport à elle. Alors que se passe-t-il dès lors qu'on accorde un autre rôle au son? Quel rapport nouveau, étrange, troublant va-t-il nouer avec l'image et aussi avec les différents éléments qui le constituent, puisqu'une bande-son est une, mais elle est constituée d'éléments extrêmement hétéroclites. Une voix off éventuellement, les dialogues, les ambiances, les sons ponctuels, la musique. Que se passe-t-il? L'œil est paresseux, l'oreille, au contraire, inventive, écrivait Bresson. Il ne voulait pas, par là, prôner une suprématie du son. Il voulait, je crois, dire sans doute déjà que le son met en mouvement les spectateurs et les spectatrices. Il éveille en nous des images, des souvenirs, des pensées. Et puis le son peut incarner ce qui n'est pas dans l'image, le hors-champ, mais même plus radicalement l'invisible. Il peut transformer une image, non seulement son rythme, le sentiment de sa durée, mais même sa tonalité et sa signification. Et enfin, il peut révéler une force dans l'image qui était curieusement cachée. Alors on va essayer de déployer, de déplier cette part, cet apport du son d'une manière la plus précise possible, et aussi du point de vue de sa conception et de la fabrication. Quels gestes, quelles pratiques concrètes cela suppose ou induit, quels choix se produisent alors, quelles questions se soulèvent. Et pour ce faire, nous allons suivre la chronologie de la fabrication d'un film, depuis l'écriture jusqu'au mixage, en passant évidemment par le tournage et le montage. Donc pour préparer cette table ronde et choisir les cinéastes invités, on a travaillé au sein d'un groupe de travail qui était composé de Anne Faisandier, de Anne Morin et de Marie de Buchère. Et nous sommes ravis que dans ce choix, en fait, il va refléter des pratiques extrêmement différentes, des références extrêmement différentes, et aussi des générations de cinéastes très différentes. Donc on est ravis d'avoir avec nous François Prenant et son film L'Escale de Guinée, Marie Voignier et son film Tourisme international, et Roxane Gaucheran avec son film Pyrale. Donc on va commencer avec vous, François. Donc c'est un film qui a été tourné en pellicule en 87. Mais on va ici le projeter en DCP, donc on va commencer par un extrait du film, donc qui est l'extrait numéro F1. Nana m'a dit qu'il s'appelait Nana et que les enfants aimaient bien dire son nom. Alors François, on a été vraiment toutes embarquées par votre film, par la singularité de ce film. C'est un bain de jouvence.
Il faut voir le film entier. C'est un film passe-muraille. On passe les murs des pays, on passe les murs dans la tête. Elle va à l'encontre de tous les clichés. Elle nomme les émerveillements autant que les agacements, la lassitude. Elle dit un blanc, une blanche. Elle dit noir, elle dit nègre, elle dit. Il y a quelque chose aussi, comment dire, que la singularité de ce film tient au paradoxe, notamment la voix. La voix, c'est un texte, on sent extrêmement écrit, la main calleuse du destin, quelle merveille, et à la fois, c'est incisé par un style oral. Il y a cette puissance littéraire, et en même temps, la manière de le dire, la vitesse, vient troubler, court-circuiter la puissance littéraire, la désamidonner en quelque sorte. Il y a aussi la manière de placer la voix, une voix de tête comme ça. Et au final, il y a un sentiment d'urgence, quelque chose d'avif, et en même temps, sa grande légèreté, je vous ai entendu sourire. Et évidemment, l'émerveillement qu'on a, le rapport entre le son et l'image, cette disjonction entre le son et l'image, y contribue et nous intéresse dans le cadre de cette table ronde. Et donc, pour commencer, pour une fois, par le commencement, François, comment naît cette disjonction, ce jeu entre image et son? Est-ce que tu l'as écrit d'abord? Quand est-ce que c'est venu? Je croyais qu'on parlait de l'écriture du film en premier. Oui, c'est ça. Est-ce que ça a été écrit? Comment tu as... Non, parce que je ne l'ai pas écrit du tout, ce film. Voilà. Mais c'est très bien. C'est dire que nous, on a mis des chapitrages, mais le cinéma, ce n'est pas des recettes. Et donc, vous allez voir, nos chapitrages sont complètement foireux et c'est très bien. J'ai pas du tout écrit le film. J'ai demandé une bourse aux affaires étrangères qui s'appelait Villa Médicis sur les murs. Donc, j'ai écrit un texte pour avoir cette bourse. Je me suis pas beaucoup foulée, mais je l'ai eu. Bon. Et en principe, c'était pour écrire un scénario. C'était ça qu'ils voulaient les organisateurs de cette bourse. C'était écrire un scénario. Et donc, j'ai eu cette bourse et je suis partie en Guinée avec de la pellicule, une caméra et c'est tout, quoi. Enfin, énormément. Et un vélo. J'avais un vélo et pas mal de bagages. Bon, il y avait beaucoup de pellicules, etc. Mais je suis revenue avec 120 kilos de bagages, donc c'est encore plus. Oui, mais François, je veux dire, donc est-ce que cette disjonction entre parler et voir, entre écouter et voir, était là, a été écrite dès le début? C'était un choix radical de ce cinéma? Non, je dis, j'ai rien écrit. Oui, mais donc, quelles étaient les contingences qui t'ont amené à ça? Parce que ce film est ton troisième film, très différent des autres. Et qu'est-ce qui, dans la configuration, changeait et amenait ça? En fait, j'ai pas pu tourner pendant plus de 2 mois parce que j'arrivais pas à obtenir d'autorisation de tournage. La Guinée, c'était un pays à peu près sans État, mais qui avait une bureaucratie extrêmement costaud et j'arrivais pas à obtenir une autorisation de tournage. Donc, je me suis baladée beaucoup. J'ai un peu tenté d'écrire ce scénario, mais il n'avait pas beaucoup de rapport avec ce qu'a été le film ensuite. Et je me suis beaucoup baladée et j'ai énormément écrit pour moi et à mes amis qui étaient restés à Paris. J'écris beaucoup de courriers. Il y a une séquence là dans l'extrait qu'on vient de voir qui parle du courrier. Et où on voit que, c'est une fausse poste, c'était le studio d'un photographe. J'ai écrit, j'ai noirci des pages. Dans l'extrait d'ailleurs, on le voit aussi, ces pages noircies, c'est des cahiers que je noircissais en mettant des images. Je ramassais tout ce que je trouvais, je collais, j'écrivais autour de ce que j'avais collé. Mais petit à petit, donc au fur et à mesure que je connaissais de mieux en mieux la ville, je savais ce que j'allais filmer. Et petit à petit, avec ce que j'écrivais, je savais aussi ce qui m'attirait, ce qui me repoussait, ce que j'aimais, ce que je détestais dans la ville, dans ses habitants, dans la lumière, dans la chaleur, etc. Donc ça a dû commencer à se construire tout doucement dans mon dos, le film. Mais ce jeu d'écart et d'écho entre image et son, est-ce que tu l'as conçu avant ou
Ça s'est produit? Non, ça, je ne l'ai pas conçu avant, mais j'ai jamais... Bon, les films précédents que j'avais faits, il y avait du son synchrone. Enfin, le premier, on n'entend pas le son parce que l'ingénieur du son, il ne l'a pas pris. Et donc, mais il y avait en principe du son synchrone qui racontait l'histoire. On ne comprend rien parce qu'on n'entend pas le son. Le second, c'était un film assez classique où il y a des dialogues, où il y a du son synchrone, etc. etc. Mais il y a déjà pas mal de montage son. Et donc... j'ai jamais aimé, dans mes choix, dans mes goûts cinématographiques, j'ai toujours aimé, j'ai jamais aimé plutôt, ni l'illustration, que ce soit l'image qui illustre un son ou que le son illustre une image, j'ai jamais aimé ça, ni le commentaire. J'aime pas les commentaires. Donc, après, je pense que pour l'Escale de Guinée, ces dichotomies, parce qu'il y en a plusieurs entre l'image et le son, sont venues toutes seules, sont venues de par mon goût et par leur évidence, que j'allais pas... et puis en plus, il y a une chose importante, c'est que j'ai tourné en muet, puisque je tournais en Super 8. C'était du Super 8 muet, donc... ça a évidemment déterminé énormément de choses, quoi. J'ai pas bien répondu. Si, il n'y a pas de bonne réponse. Et en plus, c'était la première fois, contrairement à tes autres films, tes films précédents, que tu tournais seule. Ah ouais, j'étais seule, même radicalement seule. Très, très radicalement seule. C'est pour ça que j'ai beaucoup écrit. Et à mes copains et sur mes cahiers, parce que c'était une façon de faire la conversation et avec mes copains et avec moi-même. Même si j'avais des amis, j'avais 2 amis, celui qu'on voit là, qu'on a vu dans l'extrait, et un autre que j'ai rencontré peu après, qui étaient 2 amis, qui étaient des vrais amis avec qui je suis resté en contact aussi longtemps que je l'ai pu, parce que maintenant j'arrive plus à les trouver. Mais j'étais très très seule et donc effectivement quand on est seul, on parle tout seul. Mais quand on a préparé cette séance, tu nous avais dit que tu voulais être seule. Ah oui, je voulais être seule, je voulais partir seule. Je sortais d'un tournage avec Raymond Depardon. On n'avait été que 3 et on avait fait ce tournage à travers l'Afrique. On est 3 dans l'équipe. Et donc, après, j'ai fait le montage. J'étais pas seule au montage, j'avais un collègue. Et on travaillait à 2 parce que j'en avais un peu ma claque de ce film. Et donc j'ai voulu travailler avec quelqu'un parce que le tournage avait été très long, plus de 8 mois. Et je me suis dit, et c'est pour ça que j'avais demandé cette bourse, je me suis dit, si on est capable à 3 et 2 Land Rover de faire un film en Super 16 à travers la moitié de l'Afrique, je dois bien être capable, à moi tout seul, de faire un film en Super 8 avec une caméra qui est grande comme ça et un appareil, un enregistreur séparé. Je dois bien être capable de faire ça aussi. La logistique étant différente, beaucoup plus légère, je dois bien être capable de faire ça. Donc c'est comme ça que je me suis embarqué dans cette histoire. Et que j'ai voulu y aller seule pour m'affronter, pour me battre. C'était une sacrée bataille d'ailleurs, par moments, pas tout le temps. Il y a des moments de délice et il y avait des moments de désespoir et d'acharnement et de coups que je donnais dans le vide. Ou contre moi, je tape pas les autres. Oui, c'est ça qui est étonnant et à la fois très senti, c'est que c'était pas quelque chose de réfléchi, cette disjonction entre le son et l'image. C'est ton choix d'être seul et un choix aussi esthétique et économique de filmer en Super 8 muet qui ont généré ce parti pris radical du film, cette texture particulière du film. Oui, enfin, c'est pas un choix économique seulement, le Super 8, parce que j'aimais beaucoup la Kodachrome 40, sa matière, parce que elle
elle a une matière, une densité de couleur qui aplatit l'image, on dirait de la peinture. Et en même temps, elle est charnelle, cette pellicule. Bon, elle a été supprimée en 2004. Et j'ai arrêté de faire du Super 8 en 2004. Parce que les autres pellicules, d'abord, c'était beaucoup plus cher. Et ensuite, elles étaient moins belles. Ça a été remplacé par une autre qui coûtait 3 fois plus cher et qui était moins belle. Donc j'ai arrêté de tourner en Super 8. Merci pour commencer. Hein. Et juste rajouter ceci qui nous a émerveillés, c'est que tu es toujours du côté de l'étrangeté du monde. C'est vraiment un bain de jouvence, ça lave les yeux et les oreilles. Tu maintiens toujours cette incongruité mystérieuse du monde, de soi dans le monde, des autres dans le monde. Moi, je me suis sentie très lavée et rajeunie. On peut peut-être maintenant... Je cherche justement l'adresse de la fontaine de Jouvence. Je ne trouve pas. De maintenant que je suis... Est-ce qu'à la Guinée, c'est là l'adresse? On va passer à Marie Voignet. On va lancer donc le premier extrait. Donc c'est l'extrait M1. Donc, Marie, ce qui nous a saisi dans votre film, c'est comment, en retranchant les dialogues du film, non pas en rendant muet le film, mais strictement le parler du film, vous insinuez un point de vue politique dans ce film et vous nous guidez, d'une certaine manière, vous guidez nos regards vers un certain nombre d'autres choses qui, en général, sont secondaires, qui sont les corps, les déplacements des corps, les postures. Et donc, il y a à la fois, on sent la contrainte très forte liée à ce type de régime, à ce type de travail que font les personnes que vous filmez, mais on sent aussi une grâce qui, malgré tout, perce. Mais ce qui nous a donc frappé, c'est que vous faites une sorte de défamiliarisation du regard et vous nous réapprenez à voir autrement, autre chose, qui peut-être serait passé inaperçu. Et puis finalement, vous avez réussi dans une visite guidée très verrouillée à passer outre, en fait, à nous montrer autre chose que ce spectacle qu'on vous invitait à voir et à filmer. Est-ce que ce geste radical porté par le son était déjà là d'emblée dès la conception de votre projet? Ben non, pas du tout. Ça s'est fait bien plus tard. Presque 1 an ou 1 an et demi après le tournage, en fait. C'était pas du tout le projet d'origine. Un petit peu comme François, j'ai demandé une bourse pour partir. Je m'intéressais à la Corée du Nord, enfin plutôt à son ouverture au tourisme. Et je voulais voir justement comment le pays se racontait et se montrait aux touristes occidentaux, puisque ce que je connaissais en tout cas de ce pays, c'était une forte réinvention de son histoire, ou en tout cas une présentation de son histoire sous une forme un petit peu mythifiée. Et donc je voulais voir s'il y avait en fait, la mise en scène, en fait, les questions de cinéma, comment elles se posaient dans la propagande grandeur nature à l'échelle 1 du pays. Donc c'était des intentions très, très floues, des hypothèses très... Enfin voilà, pas du tout encore formulées en termes de film. Et donc je suis partie moi aussi seule avec un appareil photo, puis il n'y avait pas le droit d'emmener des caméras. Et donc pas de micro non plus, puisque bon, j'y allais en touriste, il ne fallait surtout pas qu'on puisse penser que j'allais en faire quelque chose après d'un autre ordre de ces images. Et donc je suivis le groupe et filmé comme les autres, en fait, de cette perspective-là. Et donc la décision d'enlever les dialogues est venue bien plus tard. Alors moi, j'en parle pas en termes d'enlever les dialogues, en fait, j'en parle en termes de retourner le son. Puisque j'ai pas enlevé les dialogues à une bande son. Le son que j'ai récupéré de ce tournage, donc c'était le son interne de l'appareil photo. Donc c'est avec ça au début que j'ai déroché et que je tournais en rond, puisque j'avais les mêmes images que tous les autres touristes. Et on trouve beaucoup sur YouTube de vidéos de touristes en Corée du Nord qui ont à peu près les mêmes images et puis qui mettent dessus un commentaire un petit peu
sarcastique pour se moquer des... Voilà, de ce pays. Et donc, ce n'était pas tellement l'approche que je voulais. Et voilà, donc, ce travail du son, c'est arrivé vraiment très, très tard. Ben, merci Marie. Et donc maintenant, vous allez faire connaissance avec Piral et Roxane Gaucheran, et on regarde un extrait qui se situe plutôt au début du film, de telle manière qu'on va laisser tomber cette histoire de pitch qui est très désagréable pour tout le monde, et on va découvrir un peu du film. Ouais. Parce qu'une fois qu'il n'y aura plus de bruit au courant, il se restera d'autres arbres. Ouais, tu vois que c'est quelques sapins. Ouais. Ça bien alors je pense que ça arrangera peut-être les paysans. Et la nature change bien. Est-ce que ça vient de le réchauffement ou pas? Je ne sais rien dans le cadre. Ah, ça change. Donc Roxane, Piral est votre premier film, votre premier moyen-métrage. Vous faites par ailleurs des clips. Et je dois dire qu'au sein du groupe de travail, on a été happé par la beauté, la singularité, la subtilité de votre film. Et du point de vue du son qui y contribue, il y a plusieurs choses qui m'ont frappée. La première, c'est que les voix chez vous, et les dialogues, sont à la fois très présents et en même temps jamais devant. Ils sont toujours enveloppés dans une géographie sonore, dans une ambiance, le vent, les insectes. Ils sont toujours situés. Et puis, il y a un son très physique, très organique. On va le voir davantage encore avec le deuxième extrait. Alors, pas seulement des papillons lorsqu'ils sont à l'image, mais même lorsqu'ils ne sont pas à l'image. Et tout chez vous est repensé, c'est-à-dire qu'à un moment, bien plus tard dans le film, la narratrice est dans une voiture, les pyrales commencent vraiment à envahir, et il y a un son d'essuie-glace, qui est un son déjà toujours très lancinant, mais là, chez vous, il a un côté organique, très physique, c'est-à-dire qu'on sent le caoutchouc de l'essuie-glace, on sent la vitre, on sent les papillons qui se collent à la vitre. Et puis, le son a un rôle vraiment crucial, il contribue à relier les différents registres du film, c'est-à-dire la ligne de fiction, la dimension documentaire. La radio permet de relier les espaces, plus tard ce sera la télévision, les espaces et les différents personnages. Et puis, les sons, et particulièrement la musique, va permettre d'ajouter à ces deux registres un autre encore, une espèce de passerelle qui est du côté du fantastique. Alors, on voulait savoir comment ce rôle particulier du son comment il a surgi chez toi. Est-ce que ça a été écrit? Et tu en viens évidemment à parler de la genèse un peu de ce projet. Quelles références aussi t'ont nourri pour avoir ce rôle accordé au son? Oui. En fait, le projet est né de premiers repérages que j'avais fait avec Bilou Drico en 2017. Et à ce moment-là, on n'avait vraiment qu'un zoom et notre caméra. Donc en fait, il n'y avait pas la question du son synchrone qui se posait vraiment. Donc dès le début, dès les repérages où moi je montais quasiment tous les jours ce qu'on filmait la journée, il fallait d'office combler. Et en fait, ça a un peu forcé l'exercice de penser le son. Puis, par ailleurs, moi, c'est aussi quelque chose qui me touche beaucoup, qui me plaît. Et puis, il y avait ce désir de faire un documentaire fantastique. Donc, les références, ça appelle un travail sonore de créatures, de petits aliens un peu gluants qu'on voulait donner aux papillons, parce que c'est un peu aussi le sentiment quand ils sont tout autour, là. Et puis, le fantastique, c'est jouer avec le son, créer un hors-champ qui fait plus ou moins peur. Et donc, ça a invité vraiment à se questionner, en tout cas, et à vraiment pas juste faire quelque chose de synchrone, mais plutôt à faire exister ces petits monstres au son, principalement. Et puis, je dois dire que j'ai quand même... en repassant les documents avec vous, je me rends compte que pour un premier film, c'était vraiment très luxueux de travailler avec cette équipe-là qui a donné beaucoup de temps pour qu'on aille vraiment au bout des idées. Et je pense que c'est
pour un premier film, j'ai eu beaucoup de chance de bosser avec ces personnes, en tout cas là, et qui ont donné ce temps. Enfin, je crois que oui, on a vraiment eu du bon temps. Et donc, il y a eu vos repérages et les conditions de ces repérages qui ont fait qu'il y a eu d'emblée cette attention portée au son, découplée de l'image, mais en relation avec elle. Et est-ce qu'il y avait d'autres éléments qui, à ce stade-là de conception, nourrissaient, par exemple, est-ce que la musique était déjà dans votre tête ou c'est venu bien après ? Oui. La musique, elle est venue assez tôt. En fait, je me rappelle d'avoir écouté un artiste qui s'appelle Masayoshi Fujita, qui fait de la musique avec des vibraphones principalement et des xylos aussi. Et en fait, ça sonnait vraiment comme directement, je me suis dit, ça va être ça la couleur du film. Et il y avait beaucoup de saturation aussi dans sa composition. Et en fait, quand j'enregistrais avec le zoom, les ailes de papillon étouffent le bruit autour parce que tous les autres insectes s'en vont et puis ça fait comme de la neige quand c'est enneigé et ça fait des petits battements, des petits cognements d'ailes et sinon c'est l'aile qui projette l'air sur le micro et donc ça fait saturer et ça c'est quelque chose qu'on a voulu garder aussi jusqu'à la fin quoi, pour caractériser le papillon. Et donc au départ votre film était plutôt du côté du documentaire, c'est venu un peu après la fiction ou d'emblée il y avait ce mélange, ce dialogue? Moi, j'avais dès le début envie de faire les deux. Donc, on a tourné des scènes ambiguës dès le début qui pouvaient, par exemple, la scène avec les deux filles qui regardent le téléphone, elle aurait pu rentrer dans un dispositif de documentaire classique ou dans un documentaire fiction. Et en fait, c'est un peu le processus de financement du film qui était incertain jusqu'à la fin. Enfin, on a demandé sur 3 étés, parce que les papillons volent en été, des bourses, et c'est qu'au dernier été qu'on l'a eu. Donc, on a vraiment pu épouser totalement la forme du docu-fiction grâce à ça, grâce au CNC. Et tout le reste, on l'a tourné un peu entre les deux, en ambiguïté, et puis on a récolté des témoignages. Je me rappelle que c'était le film Ce cher mois d'août de Miguel Gomes qui m'avait beaucoup donné confiance en ce dispositif, d'aller rencontrer les gens et de récupérer les histoires et les fictions sur place pour en faire une fiction après, en fait. Et dans cette attention au son, tu l'as évoqué, mais peut-être d'une manière plus explicite, il y avait d'emblée chez toi, mais d'emblée, cette attention à la géographie particulière de la Drôme. Oui. Moi,